Bonjour et merci de nous retrouver pour la suite de notre émission consacrée à la déconstruction du moi entre l'expérience zen et les neurosciences. Nous avons le plaisir de retrouver notre invité, Alix Miosho, qui est à la fois docteur en neurosciences et non-bouddhiste. Cette double formation plutôt hors du commun lui permet de mettre en regard les sciences et le zen qui déconstruisent chacun à leur façon l'idée du moi. Ces deux approches aboutissent-elles à la même conclusion sur le moi? La méditation peut-elle être expliquée par les sciences? Pourquoi la voie bouddhique peut-elle rassurer quand la science, elle, déconcerte? Ce seront autant de questions que nous aborderons aujourd'hui. Alix Miosho, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes donc non zen. Vous avez reçu la transmission avec Pierre Docane-Crépon, votre maître, et vous êtes la responsable du dojo zen d'Angers. Et puis, côté sciences, vous êtes titulaire d'un doctorat en neurosciences, spécialisé dans la mémoire, et vous enseignez les SVT en classe préparatoire. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce que sont précisément les neurosciences? Alors, il y a deux choses. Il y a l'esprit et il y a le cerveau. Le bouddhisme étudie l'esprit. Et les neurosciences étudient le support de l'esprit, c'est-à-dire, comme leur nom l'indique, ce sont les sciences des neurones. On travaille donc seulement sur le substratum, sur les neurones. Donc au début, c'était quelque chose de très, très rudimentaire. Et maintenant, on arrive à progressivement travailler aussi sur l'esprit. Et alors, depuis quand les sciences s'intéressent-elles à la méditation? Alors ça a commencé dans les années 70. Maître Deshimaru a contribué aussi, a fait des enregistrements. Et puis après, ça s'est accéléré dans les années 2000, notamment grâce aux méditants tibétains qui ont fait des gros efforts. Et tout doucement, les sciences ont osé venir étudier ça parce qu'au démarrage, c'était assez mal vu pour des scientifiques d'étudier des sujets aussi ésotériques. Et à partir des années 2000, la conscience a été un sujet digne de science. Et c'est pour ça que les recherches se sont accélérées. Est-ce que les neurosciences peuvent expliquer la notion du moi? Alors en fait, elles ont plusieurs notions de moi. Antonio Damasio, par exemple, le coupe en 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le plus courant, c'est ce que nous appelons l'ego. Lui, il appelle ça le moi autobiographique. C'est-à-dire on se rappelle des éléments du passé et puis on se projette dans le futur. C'est quelque chose d'extrêmement verbal. Donc ça, c'est ce dont on fait l'expérience de façon quotidienne. Mais en dessous, il y a ce qu'il a appelé un moi minimum. C'est-à-dire que c'est quand on est en contact avec un objet, on en fait l'expérience directe. Et il n'y a pas de verbalisation. Et il n'y a que l'ici et maintenant. Ce moi minimum ne se projette ni dans le passé, ni dans le futur. C'est vraiment le contact immédiat avec l'expérience. Et puis, il y a encore un niveau en dessous. Alors, on ne peut pas vraiment appeler ça un moi, ce serait plutôt un soi, puisque c'est indépendant de toute rencontre avec un objet, toute expérience sensorielle, et surtout les personnes qui en parlent. Alors, ce sont aussi bien des grands méditants que des gens qui font des crises d'épilepsie, qui déclarent qu'il n'y a pas de possesseur de l'expérience. Ils ne peuvent pas dire « j'ai réagi ». Ils disent « il y a eu réaction ». Mais jamais ils n'estiment qu'il y a une personne qui possède l'activité qui est en train de se faire. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un peu une contradiction entre les sciences et le bouddhisme, puisque les sciences finalement reconnaissent comme objet d'étude le moi autobiographique dont vous parliez? Alors, il y a un moi autobiographique, mais qui n'est qu'un processus. C'est ça que disent les neurosciences. Ils ne disent pas c'est un objet, c'est telle partie du cerveau, quelque chose comme ça. Ils disent que c'est un processus, une activité, donc une activité permanente qui connecte de très nombreuses régions du cerveau et qui se réactive tout le temps pour raconter justement cette histoire. Que en fait, c'est un processus, que ce n'est pas un objet stable, c'est juste une activité permanente. Ça veut dire que, en fait, les sciences et le bouddhisme convergent vers cette même idée d'activité permanente? Et ce qui est très étonnant, c'est qu'ils en disent exactement la même chose. Ils disent, on ne peut pas dire qu'il y a, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas. Pourquoi les sciences ne disent pas « il y a » ce n'est pas un objet qu'on étudie. On n'est pas en train d'étudier un lobe frontal, tel ou tel neurone. On est en train d'étudier une activité, simplement, des parties du cerveau qui se synchronisent. C'est juste ça, le moi autobiographique. C'est juste une synchronicité. Donc, on ne peut pas dire « il y a ». Mais on ne peut pas dire « il n'y a pas », parce que ça se synchronise vraiment. Donc, on le voit vraiment ça s'activer. Et quand il n'y a pas, chez des personnes qui ont des graves pathologies, effectivement, ça donne complètement autre chose. Donc, chez une personne qui n'a pas cette pathologie, on doit dire « il y a », mais c'est en même temps « il n'y a pas ». Donc, finalement, c'est les mêmes formulations que ce qu'on retrouve dans le bouddhisme.
Hum. Alors, quand on pratique la méditation, on sait que l'esprit a tendance à vagabonder. Est-ce que la science peut expliquer cet esprit vagabond? Alors, elle a découvert à ses dépens. C'est qu'ils veulent faire des expériences pour tester une hypothèse. Et donc, il leur faut une référence. Et au début, ils disaient aux gens, ne faites rien. On voit qu'ils n'ont jamais essayé de ne rien faire, parce qu'évidemment, ils voyaient des activations énormes partout dans le cerveau, et bien supérieures à celles qu'ils voulaient mettre en évidence et tester. Donc au bout d'un moment, ils ont dit aux gens, mais que faites-vous quand vous ne faites rien? Et évidemment, on rêvasse, des choses comme ça. Et ils ont appelé ça le réseau par défaut. C'est-à-dire que quand on n'a rien de particulier à faire, quand on n'est pas concentré sur quelque chose d'extérieur, par défaut, le cerveau active de très très nombreuses régions. Et on peut corréler le degré d'activité de ce réseau par défaut avec le sentiment de mal-être. C'est-à-dire les gens dépressifs ont une très forte activation de ce réseau par défaut, beaucoup plus que les gens qui signalent beaucoup moins de mal-être. Est-ce que ça veut dire que ce réseau par défaut, est la cause de la souffrance? Alors oui, non. C'est-à-dire que quand il fonctionne de façon vraiment cyclique, en boucle, il peut donner des obsessions, il va donner des pensées récurrentes, toujours extrêmement centrées sur soi. Et effectivement, ça, c'est ce qui fait la rechute de la dépression, la rechute dans l'anxiété. Mais s'il est moins fermé sur lui-même, un petit peu plus libre, on va pas aller jusqu'à l'obsession. Et on voit que ces pensées centrées sur soi-même, ce n'est pas que mauvais, c'est ce qui nous permet de prendre soin de nous. Donc on comprend pourquoi dans l'évolution, ce genre de choses est apparu. Et si il est encore plus libre et donc avec une activité un petit peu plus réduite, c'est ce qu'on connaît très couramment dans la méditation, la rêverie, l'esprit qui vagabonde. On a tendance à considérer que c'est négatif, mais pas du tout. Si vous regardez bien ce que fait cet esprit qui vagabonde, il évalue tous les possibles du futur, mais aussi tous les possibles du passé. On se dit, mais c'est idiot, le passé est le passé. Pas du tout. Il évalue tous les possibles du présent et du passé pour améliorer ses schémas de décision. Donc en fait, c'est très utile aussi de rêvasser. C'est tellement utile de rêvasser que la créativité est corrélée à l'activité de rêverie. Et ce cerveau par défaut est aussi lié au rêve, le rêve endormi, et à la créativité. Donc ce n'est pas qu'une mauvaise chose. Est-ce que la pratique de la méditation modifie ou réduit l'activité du cerveau? Alors, elle modifie cette activité du réseau par défaut. Il y a deux façons de diminuer cette activité du réseau par défaut. La première, c'est de se concentrer. Et c'est pour ça que beaucoup de méditations disent concentrez-vous sur quelque chose pour que les pensées ne s'en aillent pas. Parce qu'on ne peut pas avoir à la fois la concentration, qui fait travailler les parties antérieures du cerveau, et l'activation de ce réseau par défaut. Si l'un est actif, l'autre est bloqué. Mais bien sûr, dès que vous allez arrêter de vous concentrer, le réseau par défaut va reprendre son activité puisqu'il est par défaut. Une autre façon de faire, c'est le zen tout simplement. On laisse passer les pensées. Et ça a été découvert un petit peu par hasard. C'est une équipe au Brésil qui voulait mettre en évidence l'effet de l'attention. Et pour eux, toutes les méditations étaient pareilles, donc ils sont allés recruter des moines zen juste à côté. Et puis au lieu d'obtenir le signe de l'attention, il y a un signe électrique caractéristique, ils ont obtenu l'opposé. Alors ils sont retournés voir les moines et leur ont dit « Mais qu'est-ce que vous faites quand vous faites zazen? Vous arrêtez bien de penser. » Ah non, non, non. Vous ne bloquez pas les pensées. Non, on les laisse passer comme les nuages dans le ciel. Donc en fait, le réseau par défaut, il n'est pas bloqué. C'est juste qu'il travaille, mais apparemment, il travaille différemment parce que ces personnes ont constaté que le degré d'activation de ce réseau par défaut pendant zazen était corrélé à l'attention dans la vie de tous les jours. Donc probablement ça modifie ce réseau par défaut qui est moins actif, et ça se prolonge dans la vie courante. Alors vous parlez de zazen, mais ça veut dire qu'il y a des différences de fonctionnement du cerveau en fonction des différents types de méditation? Visiblement, oui. Alors, ce qui est dommage, c'est que les méditants ne sont pas très étudiés. On étudie beaucoup la pleine conscience parce que ça se fait à l'hôpital, donc c'est assez facile après de leur proposer d'aller passer un scanner. C'est relativement simple. Sinon, on voit bien qu'on n'obtient pas exactement la même chose selon que l'on prend des articles qui concernent des méditants du Vipassana. Ils ont été très étudiés pour ces 3 niveaux du moi, ou des pratiquants du bouddhisme tibétain ou des pratiquants du bouddhisme zen. On n'a pas exactement la même chose. Donc il faut bien regarder.
Est-ce que les modifications du fonctionnement du cerveau qu'on observe donc pendant la méditation sont limitées aux périodes de méditation? En tout cas, dans cette étude-là, elle montre bien que le réseau par défaut change sa façon de faire, même dans la vie courante, parce que l'attention dans la vie courante change. Il leur demandait, à des moments tout à fait aléatoires, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire. Et les personnes disaient, je rêvasse, ou au contraire, je suis concentrée. Et vraiment, le nombre d'années de pratique, l'activité du réseau par défaut et l'attention dans la vie courante sont très, très corrélés. Aujourd'hui, on étudie comment précisément le méditant? Comment scientifiquement étudie-t-on son cerveau? Alors, on arrive à avoir des instantanés sur les parties du cerveau qui s'activent. Donc, pour ça, on demandait aux méditants de pratiquer sa méditation. Alors, si possible, on essaye de lui demander une forme un peu stéréotypée pour que ce soit pas trop variable. Et puis, à un moment précis, on injecte un traceur qu'on va retrouver dans les neurones les plus actifs. Donc ensuite, on peut le laisser terminer tranquillement sa méditation et puis on va à l'IRM fonctionnel et on regarde ce qui est actif. Ou une autre méthode, c'est de regarder comment deux parties du cerveau se synchronisent. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de se développer là en ce moment parce que ça fournit des quantités de données extraordinaires. Et il faut les calculateurs d'aujourd'hui pour savoir comment les différentes parties du cerveau se synchronisent. Et donc tout ce que je vous ai raconté là sur le réseau par défaut, ce sont des données des toutes dernières années. C'est pour ça que vous ne les retrouverez pas dans les livres. C'est parce que vraiment, c'est tout nouveau qu'on puisse travailler sur ce réseau par défaut. Est-ce qu'on a intérêt à connaître un petit peu justement le fonctionnement, grâce aux neurosciences, le fonctionnement de notre cerveau pour arriver à mieux méditer, ou inversement? À mon avis, c'est pas nécessaire. Tous les moyens habiles qui nous amènent à progresser sur la voie et approfondir notre compréhension sont bons à prendre. Si vous êtes sensible aux sciences et que ça vous aide à cheminer, profitez-en, allez-y. Si c'est pas du tout votre truc, eh bien trouvez un autre moyen habile. C'est un moyen habile parmi tant d'autres. Alors, le bouddhisme, c'est vrai, nous révèle des choses parfois difficiles à accepter, mais est-ce que c'est pas finalement un peu plus rassurant que celle que nous donne à voir la science? C'est dans un cadre complètement différent. Quand j'étudiais la science, j'étais seule finalement par rapport à cette connaissance, alors que là, déjà, je l'ai reçue de quelqu'un qui l'incarne. Et je suis dans un groupe où il y a des anciens pratiquants qui incarnent leur compréhension. Et donc, en les voyant vivre, en les voyant faire, ça m'inspire, ça m'imprègne. Chaque fois que j'essayais d'attraper quelque chose dans une interaction avec mon maître, je me suis toujours retrouvée avec rien. Et ça, forcément, ça nous transforme. Parce que concrètement, on sent que l'autre, quand on veut attraper, il n'est pas là, il n'y a pas. Je pense que c'est dans l'expérience, dans la relation vraiment que l'on peut comprendre réellement. Et que tant que ça reste dans le cerveau, c'est déjà un pas, mais c'est qu'un pas. C'est dans la relation qu'on va vraiment comprendre. Merci beaucoup, Myosho, d'avoir été notre invité aujourd'hui sur ces questions passionnantes. Merci. Avant de nous quitter, voici quelques propositions de lecture. Le sentiment même de soi, corps, émotion, conscience, d'Antonio R. Damasio, édition Odile Jacob. Neurologue et chercheur américain, l'auteur propose de définir en termes biologiques le sentiment de soi. Grâce aux récents travaux scientifiques, la conscience peut s'expliquer et presque se montrer, une révolution que nous dévoile ce livre passionnant. Chevaucher le vent, écrit sur la méditation et le silence, de Marc de Smet, chez Albin Michel, un livre puissant sur la grâce de la pratique méditative et sur le silence. C'est le lieu de la conscience profonde qu'il est nécessaire d'apprivoiser au quotidien pour trouver un équilibre de vie. Et puis, Une vie de nonne zen, de Shundo Aoyama Roshi, édition Sully. C'est le parcours biographique et spirituel de celle que l'on considère comme l'un des plus grands maîtres zen contemporains, abbesse du temple de nonnes de Nagoya au Japon, dans lequel Myosho, notre invité, a séjourné. Notre émission s'achève. Vous pouvez la revoir durant un mois sur France TV. Merci à tous de nous avoir suivis. Très heureux dimanche et bonne semaine. Merci.